Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Paul Noël. Bonjour Paul. Merci Pierrot. Nous nous étions entretenus il y a quelques années, plusieurs fois, mais la dernière fois, il y a 3 ans, où nous avions parlé un petit peu du lancement des nouvelles pièces qui sont faites ici en Suisse. Swiss One Plus, pièces d'or et pièces d'argent, qui sont magnifiques et qui sont les seules pièces d'or suisses, faites en Suisse, et 100%. que l'on peut acheter. Alors, il y a 3 ans, ceux qui en ont acheté, aujourd'hui, ont une plus-value de quoi? 30%? 32%. 32%. C'est pas trop mal, hein, comme investissement sur 3 ans. C'est pas mal du tout. Et sans les crises cardiaques qui viennent avec les crypto-monnaies. On va peut-être pas parler de crypto-monnaie. Oh, ce sont des investissements complémentaires, mais Absolument. faut avoir le cœur bien accroché quand on voit les fluctuations de 100%, 200% sur le mois. Ce sont plutôt des jetons d'actifs virtuels, donc à fait. même si on utilise le mot crypto-monnaie, c'est pas tout à fait ça. Par contre, l'or est une monnaie, Oui. c'est-à-dire que ce n'est pas un actif. Alors pourquoi l'or vient d'atteindre ces dernières semaines, ça bouge toujours évidemment tous les jours, mais nous avons atteint son maximum historique depuis qu'il est mesuré, en tout cas dans les monnaies modernes, dollars, francs suisses, euros. Pourquoi a-t-il monté autant ces derniers mois? Alors, il y a plusieurs phénomènes, mais je dirais que l'or n'étant pas un actif, mais étant plutôt une monnaie, c'est pas le prix bien sûr, c'est le prix de l'or qui monte, c'est plutôt la devise qu'on utilise pour déterminer le prix qui est en train de baisser. Donc, ce qu'on assiste, c'est un effondrement, une baisse des différentes monnaies, euros, francs suisses, dollars, en termes de perte de valeur. L'or a toujours le même poids et la même pureté. Donc il a cette particularité, c'est que d'être physiquement toujours le même dans le temps. Comme c'est une monnaie, il ne faut pas le regarder comme un actif, et donc il faut plutôt s'interroger, se poser la question, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les monnaies comme l'euro, le franc suisse et le dollar ont perdu, entre guillemets, 30%. On peut peut-être se poser la question de cette façon-là. Alors, je crois que jamais dans l'histoire de cette planète, on a connu des niveaux d'endettement aussi élevés. Donc, je parle d'endettement public et privé. On est aujourd'hui à quelque chose comme 350% d'endettement si on considère le produit intérieur brut de la planète Terre, ce qui est quand même colossal. Alors, l'endettement, c'est une chose, mais finalement, qu'est-ce que c'est la monnaie? La monnaie, c'est de la dette vis-à-vis d'une autorité monétaire. Donc, ce qu'on constate, et on l'a vu dans l'application des politiques budgétaires d'abord, monétaires ensuite émission de l'utilisation de la planche à billets, c'est-à-dire que pour gérer l'aspect monétaire par rapport à la richesse fondamentale économique que nous utilisons et sur lequel nous devons échanger, on a émis beaucoup de dettes, mais on a aussi émis beaucoup de monnaie. Donc la dette plus la monnaie nous amène aujourd'hui à des niveaux d'endettement comme on n'a jamais connu dans l'histoire. Alors, vis-à-vis de ça, et vis-à-vis de cette quantité impressionnante de dettes et de monnaie par rapport aux actifs, qu'ils soient réels ou non réels, que ce soit des actions par exemple, ça reste de l'actif et de la propriété. Donc on a un déséquilibre, et ce déséquilibre va nous amener, entre guillemets, à devoir à un moment donné réinitialiser le système monétaire. Pourquoi? Pour qu'on retrouve un équilibre entre la sphère, on va dire financière ou monétaire, et la sphère réelle de l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui est devant nous. Je pense qu'on est plus proche de la prochaine grande crise de nature monétaire que de la dernière grande crise monétaire, 1971. Donc on s'approche gentiment vers quelque chose où il va falloir réinitialiser les choses. Pourquoi? Parce qu'il va falloir réduire ce niveau d'endettement. Et réduire ce niveau d'endettement, ça veut dire réduire l'aspect des dettes, mais aussi l'aspect monétaire. Et donc, si on regarde un peu la notion de risque, qui peut sauver une banque, un État? Qui peut sauver un État? Une autorité monétaire. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a des grandes discussions au niveau international, coordonnées par Madame Lagarde, Monsieur Powell et puis le Chinois, la Banque mondiale et le FMI, pour essayer de voir comment on pourrait régler ce problème d'endettement. Et il y aurait une façon de le faire, ce serait de réévaluer le seul actif qui est au bilan d'une banque centrale, c'est l'or. En échange de quoi on éteindrait des obligations que les banques centrales viennent de racheter récemment.
C'est pourquoi il y a eu deux phénomènes. On a vu ces dernières années un achat massif des banquiers centraux, des obligations des États. On peut même dire que certains États, il n'y a plus qu'un acheteur sur le marché, c'est la Banque centrale. Et on a vu aussi, après le Covid, on a vu des institutions, des banques centrales acheter de l'or physique. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on a vu la Pologne en a racheté, la Hollande en a racheté, le Kazakhstan en a racheté, la Chine en achète en permanence, mais on a vu des pays plus petits ou grands ou qui n'ont pas un rôle important sur l'aspect géopolitique racheter des quantités précises de métaux précieux. Pourquoi? Parce que simplement, la Banque mondiale et le FMI ont tendance à veiller à ce que chaque nation ait un rapport entre l'or qu'il détient dans sa banque centrale, son PIB et son endettement. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? On a vu les PIB, entre guillemets, baisser, c'est-à-dire on est passé d'un mode de croissance à un mode, on va dire, de stagnation, parce qu'on ne veut pas avouer, entre guillemets, qu'il y a une décroissance. Et on a vu surtout l'endettement des pays augmenter fortement. Et donc, on va essayer de trouver une sorte d'équilibre pour, à un moment donné, réinitialiser le système monétaire. Si c'est fait de façon coordonnée, de façon mondiale, on peut arriver à faire quelque chose de sympathique, sans pour autant faire comme on a fait dans l'histoire, mais avec des niveaux d'endettement moindres, je le précise, provoquer une guerre mondiale pour, entre guillemets, remettre les compteurs à zéro. Alors, aujourd'hui, il y a aussi le cycle de la guerre qui augmente, donc qui est une raison supplémentaire pour laquelle il faut plutôt avoir de l'or. Mais voilà, la conjonction des deux fait qu'on arrive au bout et on pense que les autorités monétaires vont probablement utiliser l'or, réévaluer l'or. Alors, l'or a cette particularité en tant que monnaie ultime n'ayant pas d'autorité, c'est que il y a un consensus entre les habitants de cette planète sur la valeur minimum de l'or. C'est-à-dire que les gens sont d'accord entre eux, sans pour autant se parler ou passer par des tiers de confiance qui sont des banques, de considérer la valeur de l'or comme pour une once d'or, voilà, ça vaut 2300 $ aujourd'hui. C'est quelque chose qui est entre les individus. Par contre, donc en fait, un État, une banque centrale, n'arrivera pas à dévaluer l'or, puisqu'il est physique et indestructible, garde sa valeur au travers du temps. Par contre, une autorité monétaire pourrait très bien réévaluer l'or. Auquel cas, ce serait intéressant, sachant qu'il va y avoir énormément de dégâts collatéraux sur les marchés financiers, sur le système bancaire, sur l'endettement des États et sur simplement l'économie. Donc c'est des choses qui risquent de provoquer un effondrement. Mais je pense que l'effondrement a déjà en partie commencé dans l'économie réelle. Si ces choses arrivent, pourquoi pas, en tant qu'individu ayant un patrimoine, quel qu'il soit, petit, moyen ou grand, pourquoi pas essayer d'aligner son intérêt avec le fait que les autorités vont à un moment donné utiliser l'or pour réinitialiser le système. C'est effectivement eux qui seront les plus grands gagnants, puisque qui a le plus d'or sur cette planète, ce sont les banquiers centraux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la garantie de valeur pour pouvoir avoir la crédibilité d'émettre de la monnaie. Même si on a beaucoup changé les choses, que le dollar a remplacé l'or, que ensuite on a décroché l'or, entre guillemets, avec le dollar, ce qui fait que les gens ayant des dollars comme monnaie de réserve ne peuvent pas revendiquer d'avoir la contrepartie en or. Donc voilà, tout ça, ces 50 dernières années, a été une augmentation de la dette, une émission de la monnaie, sans compter, je dirais absolument sans compter. Aujourd'hui, il faut revenir à la réalité et ça risque d'être très douloureux. Donc l'or ne monte pas, ce sont les monnaies qui commencent à dévaluer, commencent à perdre leur valeur. Une monnaie, elle naît, elle vit et elle meurt. L'or, il existe depuis 6000 ans. Et nous le reconnaissons, nous, en tant qu'individus, comme quelque chose qui est attractif, qui est indestructible, qui traverse le temps. Et nous l'utilisons comme de la fortune mobile dans l'espace ou dans le temps, pour transmettre les choses, voilà, pour stocker de la valeur. La monnaie a 3 fonctions. Stocker de la valeur, un moyen pour payer quelque chose lors d'une transaction commerciale, ou compenser plutôt quelque chose. Et enfin, les talons de mesure. Donc, nous avons dans nos pays aujourd'hui cette habitude de toujours raisonner dans une devise, qui est probablement la devise dans laquelle, là où on est né, là où on a raisonné. Mais en fait, si cet étalon de mesure, par exemple l'euro ou le franc suisse, perd de la valeur, ça nous perturbe dans notre façon de réfléchir par rapport à un étalon de mesure. On pourrait voir les choses autrement, en se disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer la valeur d'une monnaie par rapport à son poids d'or?
C'était le cas il y a 50 ans. C'est-à-dire que les monnaies avaient un rapport avec l'or. Donc on disait le franc belge vaut X milligrammes d'or. Le dollar vaut autant d'or. La livre sterling, autant d'or. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a changé en termes de logique. Mais on serait surpris de voir quelle est la valeur. Il y a des graphes qui existent d'ailleurs. Je pourrais vous en montrer un. On en mettra un dans la vidéo, qui montre en fait l'évolution depuis 71 de la valeur de toutes les grandes monnaies que nous connaissons aujourd'hui. Et on voit qu'on est très bas. Alors, on peut voir ça autrement en se disant, oui, mais regardons la vie courante, regardons ce qu'on appelle notre pouvoir d'achat Tout à fait. et notre richesse. Donc ça, c'est des choses qui nous préoccupent beaucoup. Mais même là, on constate que du fait du phénomène inflationnaire, les monnaies, y compris le franc suisse, achètent moins que ce qu'elles le faisaient il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors, ça a toujours été le cas dans l'histoire monétaire. C'est peut-être des choses qui s'enseignent beaucoup dans les universités, parce qu'on préfère éviter ces sujets. Mais ça a toujours été le cas. Alors moi, je vais prendre des objets concrets de la vie réelle, en disant, voilà, que vaut finalement une maison il fallait combien pour acheter une maison en 1929 ? Il fallait 10 kilos d'or. D'accord ? Aujourd'hui, il faut toujours 10 kilos d'or. 10 kilos d'or, on est à 700 000. Oui, il faut pour acheter une maison. Pour en Suisse, bien sûr. Il faut 700 000. Moins, ouais. Donc, on remarque que le prix d'une maison en 1929 et aujourd'hui représente la même quantité d'or. Mais effectivement, si on l'exprime en francs suisses, c'est pas la même chose. Ce sera très différent, ou en dollars. La même chose, une voiture en 1920, coûtait, entre guillemets, le kilo d'or était à 640 $. Ça coûtait 1 kilo. Donc avec 1 kilo, en 1920, on savait acheter une voiture. En 2019, une voiture avec 40 000 euros, on va dire, si on raisonne en euros, mais c'était plus ou moins la valeur du kilo, on peut aussi s'acheter une voiture. Donc, qu'on prenne des éléments comme ça, on se rend compte que, en fait, l'or garde sa valeur au travers du temps et nous garde le pouvoir d'achat. Par contre, la monnaie, effectivement, dévalue. Pourquoi ? Parce que d'abord, les États se sont endettés, donc ils préfèrent rembourser dans des monnaies qui sont plus faibles qu'à l'origine de leur émission de leur dette. Ça, c'est un phénomène. Le deuxième aspect, c'est que l'inflation aussi dynamise l'économie. Donc, il faut bien être conscient que cet aspect de perte de valeur des devises a un effet absolument bénéfique et dynamisant sur le fonctionnement de l'économie. Donc, il ne faut pas accuser les autorités monétaires en disant « vous n'avez pas pu maintenir votre monnaie forte ». Pas du tout. Ils ont, en les dévaluant régulièrement, on a vu ça en Europe entre les différents pays, quand un pays avait une faiblesse, il dévaluait par rapport aux autres. Le problème aujourd'hui de l'euro, c'est que la Grèce ne peut plus dévaluer, la Belgique non plus, par rapport à l'Allemagne, et ça crée des problématiques, des dissensions très importantes, parce que les économies ne sont pas au même niveau de développement et sont évidemment très, très différentes. Donc voilà, ça c'est un peu pour la notion d'or, garder sa valeur, mais aussi jouer le rôle de monnaie ultime. Pourquoi ? Parce que veut dire une réinitialisation monétaire ? Ça veut dire beaucoup de choses. J'ai expliqué un peu dans le bilan des banques centrales ce qui pouvait se passer. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des francs suisses, ou des euros, ou des dollars. Demain, nous aurons un franc suisse digital. Nous aurons un euro digital, un dollar digital, bien que M. Trump a déjà annoncé qu'il ne voudrait pas avoir un dollar digital. Mais je pense qu'il est une autre idée. Il veut plutôt, je pense, créer un dollar domestique, un peu à la façon des Chinois, pour faire fonctionner l'économie américaine et ensuite avoir un dollar externe pour les marchés étrangers. Donc je reviens à cette notion de monnaie numérique. Alors on va probablement vous raconter que pour 1 euro, vous aurez 1 euro numérique. Donc ce ne sera pas comme franc français ou franc belge, euro, ce ne sera pas une conversion au travers d'un taux de change. On passe d'une ancienne monnaie à une nouvelle monnaie. Non. On va faire cohabiter 2 monnaies. Ce qu'on n'a jamais non plus véritablement fait dans l'histoire. Mais on va dire donc 1 euro numérique égale 1 euro actuel. Sauf que vous ne pourrez pas convertir les euros que vous avez à la banque, ou que vous avez en billet, en euros numériques. Donc, on va restreindre l'usage de l'euro numérique, on va le mettre sur, évidemment, votre téléphone portable, mais vous allez être limité dans la quantité que vous allez pouvoir convertir à un moment donné vis-à-vis du nouveau système. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir absolument tout contrôler de ce que vous allez faire de cette monnaie digitale, et ça ne sera plus une monnaie, parce que vous ne pourrez plus épargner. Donc, ça sera plutôt quelque chose qui sera la monnaie fondante, une monnaie fondante. Donc ça, c'est pousser à la consommation. C'est l'idée d'un Belge, absolument. Programmable. Programmable en fonction de si vous avez un crédit social
adéquat, si vous êtes un gentil garçon ou une gentille fille, et si vous êtes bien obéissant. Alors, on joue un peu sur les mots. Madame Lagarde a déjà annoncé que la monnaie digitale ne serait pas programmable. C'est-à-dire que on ne va pas allouer, si on vous donne 2000 euros sur votre wallet, sur votre téléphone portable, on ne va pas vous dire que vous devez absolument dépenser 500 euros pour l'alimentation, 300 euros pour votre loyer, d'accord, et le reste pour la santé et le loisir. On ne va pas le faire comme ça, effectivement. Mais ça sera soumis à autorisation. Ce qui rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire crédit social ou pas, contrôle des flux entre les individus, les entreprises et le commerce. Voilà. À ce stade, on n'en sait rien. Simplement, voilà, on nous laisse un petit degré de liberté supplémentaire, mais ça restera une monnaie programmable. Alors que l'économie réelle, pourrant potentiellement devenant parallèle, acceptera toujours des biens tangibles avec valeur intrinsèque indéniable, exactement, dont l'or et l'argent font partie. Absolument. Que se passe-t-il lorsqu'on a un système confus? C'est ce qu'on risque d'avoir, un système à deux monnaies. Donc à la banque, ce sera compliqué de pouvoir utiliser ce que vous avez à la banque parce qu'il faudra négocier avec les gens de la conformité. Et sur votre téléphone portable, on vous en donnera qu'au compte-gouttes. Donc ça va être compliqué et vous allez être confus. Le peuple, les gens risquent de perdre confiance dans les systèmes monétaires. Et à ce moment-là, on va revenir effectivement à faire du troc. Et donc, à partir du moment où on réfléchit en termes de troc, c'est-à-dire on revient au carnet du lait, n'est-ce pas? Et donc, le boucher va servir ses clients habituels en notant ce qu'ils ont pris. Et à la fin de la semaine, il faudra venir payer quelque chose. Le boulanger, la même chose. Donc, on va revenir au carnet du lait. Ça va se faire uniquement entre les gens qui se connaissent. Et on compensera avec une pièce en argent ou une pièce en or. C'est ça. En fait, c'est exactement comme ça que les choses fonctionnaient au Moyen-Âge. Donc, si on veut regarder le fonctionnement, ce fonctionnement-là, il faut revenir à... Parce que la pièce me pèse 31 grammes 10. J'ai aussi une plus petite pièce en or, mais c'est l'once de la ville de Troyes. Troyes, au Moyen-Âge, était au centre de la France, faisait des foires qui duraient 3 mois et qui faisaient venir des gens de partout des campagnes françaises. Qu'est-ce qu'on faisait? On émettait une monnaie pour la foire. C'est-à-dire, on émettait une monnaie qui allait durer 3 mois. Et donc, on émettait cette monnaie au début de la foire. Les gens venaient vendre du bétail, acheter des semences, acheter des outils, et on commerçait de tout pendant 3 mois. À la fin de la foire, il y avait ce qu'on appelait les changeurs. Il y avait des bureaux change qui venaient compenser ce que les gens qui avaient trop acheté ou pas suffisamment, d'accord? Et donc, on éteignait la monnaie et on compensait en or et en argent. Et ces changeurs, ils avaient un poids qui était commun à tous les changeurs. Et c'était ce fameux poids d'une once de Troyes once, 31 grammes 10. Et ce poids, c'était le poids de référence sur les balances des différents changeurs pour que ça soit tout à fait correct. Voilà. Puis après, il y a l'once anglaise, il y a d'autres types de mesures. Mais donc, l'or et l'argent sont des choses qui sont vraiment relatives au poids et aux mesures, avec lesquelles on ne peut pas véritablement tricher. En plus, comme on a pu en discuter avant, ce qui est à la fois intéressant, c'est que l'or est un métal qui a des particularités physiques qui sont recherchées de tout temps, c'est-à-dire qu'il est facile à modifier, à faire fondre, je n'utilise pas le mot imprimer, il y a un mot technique pour être recréé sous forme de soit lingot, soit de pièces. Absolument, à recycler. Et comme on l'a dit, comme c'est un métal assez mou, on n'a pas besoin de presse dingue et d'hydraulique complexe et de métallurgie comme pour l'acier ou le titane ou que sais-je. C'est quelque chose avec des presses à quelques kilos. On est capable manuellement d'imprimer sur cet or fondu la marque qui est une marque de confiance, qui est une marque au sens premier du terme, qui permet de dire moi, roi de tel pays, en 2050, je crée une nouvelle monnaie et je mets ma réputation en jeu, parce que je mets mon effigie, mon armoiries, peu importe. Et les rois l'ont toujours fait, les républiques, les États les ont toujours fait. Et donc, dans cette pièce ce 1 franc suisse or, cette pièce-là qui est devant nous, qui sont magnifiques, en plus maintenant il y a le demi-once, le quart de once, etc. Eh bien là-dedans, il y a de l'or qui était peut-être aztèque, il y a de l'or qui était peut-être romain, il y a de l'or qui était un ducat espagnol, et qui se propage de siècle en siècle et qui sont toujours là, puisqu'on en extrait relativement peu par rapport à la masse existante. Exactement.
et qui a une valeur assez élevée. Et à côté, je vois une pièce et on voit la différence. On pourrait la sentir au poids, mais aussi, enfin, au poids c'est la même, puis c'est une once aussi. On a une pièce d'argent qui, on voit la différence de volume qui est plus, on la voit très bien à la caméra. Voilà, de surface, c'est la même, mais en épaisseur, il y a quand même une différence. Et une once d'argent, une once d'or, évidemment, c'est le même poids, mais ça n'a pas la même valeur. Évidemment, l'argent est un métal beaucoup plus commun que l'or, mais c'est une pièce qui était utilisée pour des transactions de plus faible valeur dans l'histoire. Et là, on la trouve également sous ce format-là. Alors, juste question pratique. Ceux qui ont raté, ou ceux qui ont réussi et qui ont fait une belle plus-value, si on veut. Encore une fois, on a dit que l'or reste l'or, mais représenté dans d'autres monnaies, il y a une plus-value. Et qui l'ont acheté ou qui ne l'ont pas acheté, si aujourd'hui ils veulent encore en obtenir, où est-ce qu'on trouve ces très très belles pièces? Alors, j'ai un certain nombre de distributeurs. L'UBS était la première banque à vendre mes pièces à ses guichets métaux précieux. C'est là où j'en ai acheté. Mais ils ont fermé les guichets métaux précieux en 2015. Crédit Suisse a suivi. Les banquiers aujourd'hui sont, entre guillemets, n'ont plus tellement envie de vous donner accès à l'or et de vous vendre de l'or. Ils préfèrent évidemment que l'or soit dans leur coffre, et encore mieux sur votre compte sous forme d'une écriture. Donc, ils vont favoriser l'or papier ou de vous ouvrir des comptes représentatifs d'une équivalence en or, sans pour autant nécessairement avoir l'or dans leur coffre d'ailleurs. Donc, les banquiers sont un peu en train de délaisser ce domaine de l'or physique. Par contre, le marché s'est déplacé et aujourd'hui, il y a des bureaux de change, il y a des numismates, il y a des gens comme des Goussins de l'autre côté ici. Qui en vendent, je crois. Oui, mais ils ne vendent pas ma pièce. C'est dommage parce que j'ai cru l'avoir vu. Et donc, un peu partout, le marché de l'or se déplace. C'est un marché, évidemment, on en trouve ailleurs qu'en Suisse. Oui, absolument. À Bruxelles, j'ai un distributeur à Bruxelles, près de la Grand Place d'ailleurs, donc voilà, qui distribue mes pièces aussi, en France. Donc voilà, on peut trouver ma pièce, mais pas que ma pièce. Ma pièce, ce n'est pas une monnaie, donc elle est neutre, elle est 100% suisse, elle est neutre, elle est sécurisée. Donc on a développé une technologie pour digitaliser le certificat. C'est important. Ouais. Et surtout qu'on puisse authentifier la pièce. Puis il ne faut pas oublier, c'est Roger Pfoun qui l'a dessiné, paix à son âme, il est décédé il y a un mois maintenant. Mais voilà, c'est le monsieur qui a fait le passeport suisse, qui a fait les billets de banque. C'est un grand graphiste, très connu. C'est un grand graphiste, et donc il a fait les choses de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment copier l'or. Pourquoi ? Parce que la gangrène du marché de l'or physique, c'est aussi un argument pour certains banquiers de ne plus faire de l'or, c'est évidemment qu'il y ait des faux. Alors oui, il y a un métal qui a la même masse volumique de l'or, je suis désolé de le dire, c'est le tungstène. Et donc il faut faire attention, il faut être très prudent. Oui, il y a eu une dizaine d'années, il y avait une épidémie de soi-disant lingots chinois remplis au tungstène et plaqués or, mais je ne sais pas si c'était vrai, cette rumeur. Oui. Et ensuite, je suppose que quand les banques voient arriver un lingot qui n'est pas conforme à ce qu'ils sont habitués à avoir, c'est-à-dire, je suppose que si j'arrive avec un lingot marqué chinois ici dans une banque suisse, ils vont me dire très bien, on le récupère, mais avant qu'on crédite votre compte, on va faire 2-3 petits tests, on va sûrement le scier ou le... Attention cependant, les lingotins de 50 grammes ou de 100 grammes sont emballés dans ce qu'on appelle un blister en plastique. En général, on ne les ouvre pas. Et on ferait bien de les ouvrir, de les vérifier, parce qu'aujourd'hui, il y a des lingots 100 grammes, par exemple, qui sont fabriqués en Ukraine. Donc, un de mes distributeurs a eu l'occasion de faire face à ça. Ouais. Il a bien entendu appelé la police, fait ce qu'il fallait. Et l'enquête a pu retrouver, entre guillemets, d'où venaient ces gens, parce qu'ils discutaient avec le téléphone, ils parlaient en russe. Et en fait, c'était fabriqué en Ukraine. Mais que voulez-vous que la police fasse vis-à-vis de ces gens, vis-à-vis de trouver ce fabricant clandestin qui est en Ukraine, qui fait des faux lingots. Donc, prudence, c'est pour ça qu'entre hommes, entre les hommes et les femmes, on a toujours fait plutôt des pièces. Pourquoi ? Parce qu'une pièce, on peut la faire sonner. Elle est sonnante et trébuchante. Ensuite, on peut la peser, on connaît la masse volumique dont on peut vérifier. Et enfin, elle est ouvragée. Elle est à l'effigie d'un seigneur, à l'effigie d'un roi, à l'effigie d'une culture. Elle est reconnaissable par une tribu, un peuple, une nation. Donc cette effigie, évidemment, permet de comparer deux pièces et de savoir si elles ressemblent à une vraie ou pas. Pourquoi ? Parce que si j'en ai une en poche et que tu m'en présentes une autre, je pourrais comparer les deux, je pourrais les faire sonner. Si elles ont le même son, elles ont le même alliage, on va les peser,
et ensuite, je vais les comparer. Et donc, le fait de pouvoir les comparer nous permet d'avoir un certain niveau de confiance et de faire une transaction. Je vous défie de faire sonner un lingot. D'abord, il est dans un blister, donc c'est comme un chat dans un sac. Je vous défie de peser un lingot, parce que s'il est au tungstène, il aura le poids exact, correct. Et ensuite, il n'est absolument pas ouvragé. C'est-à-dire, c'est un morceau de métal qui est plus proche de ce qu'est la matière première que de quelque chose qui donne confiance et qui permet d'avoir une bonne idée sur l'authenticité de l'objet. Donc, mon parcours et mon historique me fait comprendre aujourd'hui que les lingots sont la prérogative des banquiers. Et que si vous voulez traiter avec des lingots, vous avez besoin d'un tiers de confiance qui va valider le fait que le lingot soit juste. Donc, les lingots, c'est plutôt la prérogative des banquiers. Les individus, quels qu'ils soient partout dans le monde, ont une bonne idée du prix de l'or, sont d'accord de payer avec une pièce ou de faire une transaction avec une pièce, mais pas avec un lingot. Donc, pensez à l'usage. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est plus compliqué. Il faut mieux avoir des formats avec lesquels vous pouvez donner confiance à votre interlocuteur. Et votre interlocuteur peut aussi, avec quelques principes primitifs, avoir une bonne idée de la véracité, de l'authenticité de ce que vous lui mettez sur la table. Voilà. Alors, en 2024, beaucoup vont nous dire, oui, mais la valeur a déjà augmenté tellement, puisque c'est plus 30% en quelques mois. Et certainement, si on pousse à 30 ans, on a un presque fois 10. Et ils nous disent, ben voilà, ça ne montera plus, c'est pas possible. On est pourtant une population mondiale qui continue d'augmenter, avec beaucoup d'augmentation d'ailleurs dans des cultures qui valorisent l'or plus que les nôtres, d'ailleurs, plus que les cultures occidentales. En Occident, très très peu de particuliers possèdent de l'or. Ça n'existe quasiment pas dans les habitudes d'épargne. Il y a les bons du trésor pour ceux qui ont peu d'argent, des actions peut-être. Il y a le bon vieux livret A qui rapporte rien depuis 20 ans. Mais l'or est très peu présent. Et si l'engouement vers l'or, au contraire, parce que justement on va se dire zut, ça augmente et c'est un moyen de sauvegarder un petit peu mon pouvoir d'achat, de le transporter dans l'avenir, se répand. Et peut-être grâce à des vidéos comme celle-ci, donc je vous encourage de la partager au plus grand nombre de gens possible, eh bien, la valeur va continuer à augmenter, au contraire. Oui, parce que c'est une forme d'assurance de son patrimoine. Donc, vous en avez ou vous n'en avez pas. Donc, vous ne devez pas regarder l'or comme un actif qu'on essaie d'acheter le plus bas possible et de le vendre le plus haut possible. Mais vous devez le regarder comme une assurance. Et le principe d'une assurance, c'est qu'on acquiert cet objet avant que l'événement pour lequel on veut s'assurer ne subvienne. Oui. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire, il y a des périodes où on ne peut plus acheter ou vendre de l'or. Et donc, ceux qui en ont à ce moment-là, ils ont la chance de l'avoir et ils ont la chance de compenser ce qu'ils perdent par ailleurs par rapport à la situation économique, politique ou de guerre qui se produit. Donc, l'or, c'est quelque chose qu'on achète quand on peut et qu'on vend quand on en a besoin, dans une logique d'assurance de patrimoine et pas dans une logique d'investissement. Donc voilà, vous ne savez peut-être pas, mais le banquier vous ne le dira peut-être pas non plus. Vous lui faites confiance pour investir, gérer les portefeuilles, garder votre argent, être le garant de ce que vous lui laissez de votre patrimoine. Il ne vous dit pas nécessairement qu'il faut que vous ayez une assurance, notamment une assurance contre le risque que lui fasse faillite, le risque de contrepartie, ou le risque que l'État, à un moment donné, fasse faillite, ou que l'autorité monétaire ne soit plus en mesure de faire tourner l'économie. À ce moment-là, on réinitialise les choses. Voilà, l'or est quelque chose qui est évidemment du côté de la propriété, mais du côté de ce qui nous est légitime à nous, en tant qu'individus, d'avoir dans notre poche. Donc ce n'est pas un problème de se balader avec une pièce en or, c'est peut-être plus compliqué et plus délicat de se balader avec un lingot. Donc, la perception aussi est différente en fonction de ce que vous avez. Mais il n'y a pas de raison que les monnaies ne continuent pas à dévaluer, à nous emmener vers un nouveau système monétaire qui soit un système plutôt de carnet de rationnement numérique plutôt que de monnaie. Et voilà, la monnaie vous permettra toujours de faire une transaction en toute liberté. Avec une autre personne. Difficile toujours de prévoir précisément l'avenir, mais beaucoup d'analystes qui ont été sérieux dans on va dire l'évaluation de ce qu'allait valoir l'or. Je pense à des gens comme récemment j'ai interviewé Gérald Celente, que je suis depuis presque 20 ans, et qui avait été très précis en disant, voilà, en 2024, nous allons dépasser les $2000, nous allons arriver à des 2100, 2400,
Et de plus en plus de gens de ce niveau-là, qui ont un historique de prédiction très juste, nous disent, voilà, il est très raisonnable d'imaginer en 2024 un or à 3 000 $, voire en 2025 à 6 000 $. Et alors, on n'est pas aux 30 000 ou aux 100 000 parfois qu'on entend, mais ce sont à des relativement courts termes des sommes qui, visiblement, n'effraient plus certains analystes qui sont vraiment, encore une fois, qui ne sont pas des farfelus, qui ne sont pas des gold bugs qui prêchent pour leur paroisse. Au contraire, ce sont des gens qui ont un historique de prédiction très juste. Et donc, c'est un peu un des problèmes liés à l'exponentiel que j'explique souvent, que je rappelle dans mes livres. Je ne suis pas le premier à l'expliquer, évidemment, qui montre que souvent, il y a non pas des paniques, mais simplement, c'est que le processus de fuir la mauvaise monnaie qui perd de sa valeur, en fait, s'accélère au fur et à mesure de la perte de valeur de celle-ci. Et que donc, on vous le dit, il est encore temps d'acheter. Alors moi, j'ai quelques clients, parce que je fais du conseil en survie, si on veut. Des gens très, très fortunés, il y a déjà très longtemps, ont acheté des sommes colossales d'or. Mais je connais des gens beaucoup avec finalement des montants beaucoup plus modestes. Et une bonne stratégie, c'est d'acheter ce que l'on peut tous les mois, tous les ans, mais tous les mois, voilà, de manière à ne pas se dire zut, j'ai acheté trop cher et puis il y a une petite correction, ou alors zut, j'ai pas réussi à choper le point le plus bas, et finalement de dire bah, si tous les mois j'achète pour, je sais pas, 10 €, 50 €, 100 €, 1 million, peu importe, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous pouvez, eh bien, vous finalement vous lissez et vous suivez la montée avec potentiellement encore une fois, peut-être une plus-value, mais surtout vous êtes rassuré de ne pas avoir loupé le point le plus bas ou le point le plus haut et de ne pas subir les fluctuations inévitables de toute façon dans tout cours. Alors ça, c'est un peu une logique qu'on applique aussi en investissement en général. Moi, je pense plutôt qu'il faut regarder le côté rassurant d'avoir une assurance. Tout à fait. Et l'objectif, c'est que vous dormiez bien si vous avez une assurance. Donc vous achetez une maison, ben, vous l'assurez et puis vous dormez bien. Donc, alors c'est un peu différent, ça répond à ce que tu dis. Le comportement exponentiel peut arriver, et effectivement, à ce moment-là, c'est bien de le faire comme ça, mais moi je le vois de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire vous en avez ou vous n'en avez pas. Et comme des périodes où ça s'arrête, où on ne peut plus en acquérir, voilà, c'est bien de faire un plan sur 5 ans, 10 ans, mais je ne peux pas vous dire que dans 2 ans, on pourra toujours acheter de l'or. Ça, c'est possible. Voilà, parce que, voilà, Madame Lagarde, en mettant la nouvelle monnaie, ils vont essayer de réguler, de contrôler aussi les parties en métaux précieux. Bien sûr. Et donc, il est très probable que, voilà, donc il vaut mieux en avoir avant. Aux gens qui ont des lingots, de les réintégrer dans le système bancaire, voilà, par exemple. Et donc, je précise, donc ça veut dire que si les transactions officielles en or ou en argent, etc., devaient être abolies, ceux qui en ont, ils peuvent participer à l'économie parallèle, fût-elle illégale, etc. Mais franchement, je vais te dire vulgairement, on n'en a rien à branler des lois à partir du moment où on est malin, parce que le jour où on te dit c'est illégal de survivre, tu vas le faire quand même. Donc ça vous donne un atout, un avantage, et potentiellement, pensez pendant la guerre, les gens qui avaient mis de côté de l'or, ils ont pu faire des transactions, donc ils ont pu faire du marché noir, que vous soyez pour ou contre, la question n'est pas là. Et donc ils ont pu même faire fortune. Il y a eu des fortunes colossales qui se sont faites dans des situations de pénurie. Alors je dis ça avis aux amateurs, hein, mais c'est vrai que c'est un peu c'est peut-être le dernier moment, les dernières années, les derniers mois pour acheter des pièces. Pour conclure, Paul, je te remercie vraiment de tes explications. Où peut-on se renseigner sur l'endroit où acheter ces pièces d'or ou d'autres? Mais on peut aller sur ton site, il y a une liste de revendeurs? Oui, la liste de revendeurs se trouve sur mon site. Et puis si vous n'habitez pas tellement loin dans la région ici, voilà, vous pouvez aussi m'envoyer un message ou voilà, me faire suivre. Et venez en Suisse, et d'ailleurs je peux vous aider, ça m'est arrivé. En Suisse, la Suisse permet d'acheter en cash, sans papier d'identité, sans rien, jusqu'à 15 000 francs suisses. Ça a baissé, hein. Voilà, absolument. Avant, c'était 25 000. Et il me semble qu'un temps, c'était 60 000, mais ça a dû baisser. Oui, donc aujourd'hui, c'est 15 000, donc la limite est effectivement plus basse. La Suisse dispose d'énormément de services et d'infrastructures de sécurité. Donc si vous voulez louer un coffre en dehors du système bancaire, c'est possible ici. Ce sont des gens sérieux qui s'occupent de ce genre de choses.
C'est aussi éventuellement à conseiller, parce que dites-vous bien que si on fait une réinitialisation monétaire, on aura probablement besoin de fermer les banques pendant un certain temps. Donc il y a aussi cette notion d'avoir accès et d'être certain que là où ça se trouve, on vous reconnaisse bien, vous en tant que propriétaire. Je rappelle simplement que pendant les périodes de crise aussi, ce que les banques aiment beaucoup, c'est que vous leur mettiez en garantie de l'or. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le banquier ne veut plus trop vous vendre de l'or physique aujourd'hui, mais c'est ce qu'il préfère avoir comme garantie. Donc il faut bien voir les deux côtés. Donc de nouveau, l'or, ça sert à passer la tempête, passer la crise, éventuellement après à aller voir le banquier de nouveau et lui dire, écoutez, faites-moi des prêts. Je viens racheter ce quartier de la ville pour quelques kilos d'or. J'ai eu une fois une question d'un client qui est venu me voir en me disant, je vais dans son bureau, il me dit, Paul, est-ce que vous voyez l'immeuble là-bas? Je dis oui. J'aimerais bien savoir combien d'or je dois acheter pour pouvoir le racheter si jamais il y a une crise monétaire. Je lui dis, mais pourquoi vous me posez cette question? Et il me répond, ma première femme était argentine et j'étais en Argentine lorsque, pendant le week-end, l'argent, le pesos argentin, a disparu, ne valait plus rien. Et il me dit, et là je me suis rendu compte que c'était bien d'avoir des dollars, mais que c'était beaucoup mieux d'avoir de l'or. Et donc il me posait cette question sous forme de boutade, de rigoler, mais de nouveau, quel est l'étalon de mesure? On mesure les choses comment? Et qu'est-ce qui se passe quand on perd confiance dans le système monétaire? On veut faire les choses différemment. Et il faut pouvoir garder la valeur dans quelque chose qui vous est légitime. Parce que, précisons le processus, mais il est très possible que pendant une crise monétaire, énormément de gens se retrouvent dans l'incapacité, parce que crise monétaire veut aussi dire crise économique, dans l'incapacité de payer leurs hypothèques et qu'ils perdent leurs biens, comme le stipule le contrat d'hypothèque qu'ils ont avec la banque, envers celle-ci, et qui, elle, se retrouvent avec un problème qui est celui d'avoir des centaines de milliers de biens immobiliers tout d'un coup sur un laps de temps assez court sur ses bras, certes à son bilan mais avec une valeur très faible et dont elle préférait se débarrasser parce que un bien immobilier perd de la valeur sur le temps, nécessite des travaux et donc c'est aussi un coût. Et donc la banque va probablement, une fois qu'elle aura récupéré des dizaines et des dizaines de milliers de maisons, des milliers d'immeubles et autres biens immobiliers, va essayer de s'en débarrasser à un prix bien inférieur à leur valeur d'usage, parce que sinon ça représente un déséquilibre important dans leur bilan. C'est déjà arrivé pendant des crises, juste la crise de 90, qui était une crise immobilière assez importante en Suisse. Beaucoup de gens ont fait fortune en rachetant à vil prix. Ils avaient les bonnes connexions, ils ont pu acheter avant la mise aux enchères. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en 91-92 pour pouvoir récupérer ce trop-plein qu'avaient les banques de biens immobiliers. Et voilà, après, je sais que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens français qui considèrent que l'argent, c'est mal et qu'ils ne veulent pas gagner de l'argent, mais je les soupçonne en réalité de vouloir en gagner. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. Non, l'exemple de l'immeuble est un bon exemple. Si vous avez un immeuble avec 3 appartements, et que la crise survient et que le banquier vous demande effectivement, parce que vous n'êtes plus en mesure de rembourser à cause de la crise monétaire, d'honorer vos obligations et que vous n'êtes plus en mesure de le faire, les banques vont effectivement mettre la main sur pas mal de choses. Vous pouvez avoir le cas aussi avec l'État, c'est-à-dire que l'État vous demande à un moment donné, parce que vous êtes propriétaire, c'est un peu vers ça qu'on se dirige avec l'IFI en France, de payer un impôt. Parce que vous êtes propriétaire, vous avez du bien, vous avez du patrimoine, donc vous devez contribuer à l'effort du gouvernement qui est très endetté. Donc, contribution extraordinaire de crise, contribution de guerre, des choses qui peuvent arriver quand vous avez un patrimoine. L'immeuble avec les 3 appartements, il est au soleil, vous ne pouvez pas le déménager, vous ne pouvez pas le cacher. Voilà. Si vous devez, pour devoir honorer vos obligations, soit de taxation vis-à-vis de l'État, soit vis-à-vis du banquier, à un moment donné, vendre un des 3 appartements de l'immeuble, vous allez vous rendre compte que le marché immobilier sera effectivement très défavorable. Et étonnamment, à ce moment-là, qu'est-ce qui sera complètement décorrélé de ça? Ce sera le prix de l'or. Donc si vous avez de l'or, entre guillemets, à l'ombre, vis-à-vis d'un immeuble que vous avez au soleil, et c'est dans ça que c'est une assurance, vous pouvez aller vendre quelques pièces, payer la taxe à l'État, payer ce qu'on vous demande la banque, mais vous gardez votre immeuble. Donc c'est ça une assurance, c'est
j'ai un immeuble de 3 étages, j'ai investi dans l'immobilier, c'est une partie de ma retraite et de mon patrimoine, je souhaite le garder. Eh ben, l'assurance, c'est d'avoir des pièces d'or à côté pour que dans un cas très compliqué ou très dégradé, vous puissiez garder ce que vous avez. Sinon, vous devrez vendre à la casse peut-être 2 appartements pour payer ce qu'on vous demande. Autrement dit, vous ne serez plus maître chez vous. Tout à fait. Paul-Noël, je te remercie beaucoup. Merci Pierre. Je mettrai dans le lien de la description de la vidéo ton site et quelques informations sur où trouver ces pièces d'or. Et voilà, et puis on se retrouvera peut-être dans quelques années où le prix de l'or aura quadruplé, quintuplé, on ne sait pas. En tout cas, même pour ceux qui diversifient un petit peu, qui ont un peu de patrimoine, avoir un pourcentage, à mon avis, assez conséquent de celui-ci en or, ce n'est que sagesse. Alors, dans les analyses sur les patrimoines, on estime qu'il faut avoir entre 5 et 15% en métaux précieux. Ouais, ça me paraît peu. Donc 80% en or et 20% en argent. C'est la recommandation que je commande aujourd'hui. Aujourd'hui, certaines familles sont plutôt à 25%, parce qu'on s'approche méchamment de cette grande crise qui sera de nature monétaire. Donc on ne comprend pas tellement bien ce qui risque de se passer, mais ça risque d'être très difficile. Donc il vaut mieux en avoir un petit peu plus. Mais de nouveau, faites les choses en conscience, en fonction de vos besoins, en fonction de votre patrimoine, de votre situation familiale, de vos projets personnels. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Pierrot.